Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Coup de tête. Si vous reconnaissez pas la voix d'habitude, c'est normal parce que Marco est en vacances. Donc je le remplace à la technique. Mais par contre, Eric, lui, il est là et bien là. Il a laissé sa voix par contre du côté de Geoffroy Guichard dimanche, mais il est là et bien là. Oui, la fièvre du derby n'est pas retombée. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Donc évidemment, on a le sourire et on a passé un bon week-end. On va essayer de vous transmettre cette bonne humeur dans une émission où on va revenir évidemment sur le jeu et les joueurs. On va revenir aussi sur qu'est-ce qui a fait la différence à l'avantage des Stéphanois. On reviendra aussi sur les verres à moitié pleins, il y en a beaucoup, les verres à moitié vides. On reviendra aussi sur la page Haute-Loire, FM 43 oblige, un agenda, puisqu'il y a un match qui se profile très rapidement du côté de Strasbourg. Et puis on abordera les coups de cœur et les coups de tête, mais on commence d'abord par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour le 126e derby, Eric Orneland a reconduit à une exception près le 11 aligné face à Brest. En défense, devant l'Arseneur, une charnière centrale composée de Bernauer et Nadé. Sur les côtés, Petro et Apia. Au milieu de terrain, aux côtés d'Ekwa et de Mouefek, titularisation de Tardieu, en lieu et place de Bouchouari, forfait. Et devant, Stassin, avec de part et d'autre Davitashvili et Cardona. Poussé par un chaudron en feu, les Verts impriment le rythme d'entrée. Et après une tentative dévissée de Davitashvili, ouvre le score sur un centre enveloppé de Petro, repris de la tête par Stassin. Sur la lancée, il se procure une nouvelle situation par Tardieu, dont la reprise passe de peu à côté. À la demi-heure de jeu, Stassin est expulsé pour s'être essuyé les crampons sur le tendon de Tolisso. Invité à consulter les images, l'arbitre M. Le Texier se rétracte et alors qu'il avait pourtant pris la bonne décision, transforme le carton rouge en jaune pendant que le Lyonnais est évacué sur une civière. Stassin donc s'en tire bien et sert Davitashvili qui seul face à Descamps pique trop son ballon et manque ainsi le but du break. Le premier tir cadré côté lyonnais est à mettre à l'actif de l'ex-vert Verretou. L'Arseneur plonge bien sur sa droite, puis son vis-à-vis claque en corner une frappe lointaine de Stassin. Alors qu'il reste une poignée de secondes à jouer dans le premier acte, l'assistant de M. Le Texier, M. Ramouni, est touché à la tête par un projectile lancé des tribunes. L'arbitre décide alors de renvoyer tout le monde au vestiaire. Après une très longue interruption, la partie reprend à 22h15 et les Lyonnais sortent alors la tête de l'eau. Ils sont mieux en place en seconde période et se montrent plus dangereux, à l'image de Kaletatsar, dont le coup de tête passe au-dessus. Davitashvili inquiète Descamps sur coup franc, puis sur un tir à angle fermé, après avoir flirté avec la ligne de touche. Ekwa prend sa chance de loin et voit le ballon s'écraser sur la barre, avant que Stassin ne profite de l'espace laissé libre devant lui pour décocher une frappe flottante qui fait mouche. Mené 0-2, l'OL réagit par Maitland Niles, dont la tentative est repoussée par le poteau, puis Mikotadze, qui à la suite d'une glissade d'Apia, reprend de peu à côté. Il voit finalement ses efforts récompensés par un but de Tessman sur un petit exploit personnel. La SS se remet dans le sens de la marche par l'intermédiaire de Mouton, qui manque de peu le cadre et parvient jusqu'au bout à conserver sa courte mais précieuse avance. Elle remporte son premier derby depuis 2019 et rattrape le Havre au classement où elle n'est devancée qu'à la différence de but. Merci Eric pour ce résumé très précis. On va évidemment revenir sur tous les événements. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu du sportif, il y a eu de l'extra sportif. Et au bout de cette soirée, moi ce que j'ai retenu, c'est que les Verts ont sorti les griffes, à l'image de Stassin qui nous a gratifié de la célébration de la Panthère. Donc on va revenir tout d'abord sur globalement sur cette rencontre avec il n'y a pas beaucoup de suiveurs ni de l'AS Saint-Étienne ni du foot en général qui avaient pronostiqué une victoire de l'AS Saint-Étienne, c'est-à-dire que tout le monde prévoyait le pire pour Saint-Étienne, c'est-à-dire que c'est les voisins lyonnais allaient nous envoyer en Ligue 2. Et puis peut-être par un gros score, il y a beaucoup de gens qui disaient tout ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et j'aimerais voir avec toi les raisons de ce succès stéphanois. Alors bien sûr, c'est multifactoriel, mais essayons de voir un petit peu comment la mayonnaise a pris dimanche soir du côté de Geoffroy Guichard. Selon toi, Eric ? Effectivement, peu de gens misaient sur une victoire stéphanoise. On a commencé à prendre un peu confiance à partir de jeudi soir. Et le scénario incroyable qui s'est passé à Manchester, on s'est dit que l'OL avait pris un sacré coup sur la tête. Et donc il fallait achever la bête blessée, Lyon en l'occurrence. Et puis on a mis les ingrédients qu'on attendait, les fameux ingrédients dans un derby. C'est des choses qu'on avait plus ou moins entrevues contre Brest. On était revenu 3 fois au score. On avait montré pas mal de ressources. Et là, on a pris à la gorge d'entrée cette équipe lyonnaise. On a réalisé une première mi-temps de très belle facture jusqu'à l'interruption de la partie. On y reviendra tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui a fait la différence ? Pour moi, la qualité du milieu de terrain. Donc Bouchouari était forfait.
Donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit un problème, mais finalement non, ça a été parfaitement pallié par la présence, la titularisation de Tardieu qui a fait une très belle rentrée contre Brest, et aux côtés d'Ekwa qui a fait à mon sens son meilleur match, et puis également le troisième qui est Mouefek, qui a été transparent face au Stade Brestois au point d'être remplacé à la mi-temps, et là il a retrouvé ses cannes. Donc les trois, franchement je ne m'attendais pas à ce que dans ce secteur de jeu on soit supérieur aux Lyonnais, et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Même Mouton, quand il est rentré, est intéressant. Ouais, surtout que c'est ce qui fait le point fort de cette équipe, aussi lyonnaise en face. Donc si je retiens bien donc l'énergie dépensée du côté de Manchester, tu as retenu donc la qualité du milieu de terrain pour cette fois pour les Stéphanois. Et tu as évoqué aussi autre chose que j'ai raté. Juste après être revenu sur Manchester, tu nous as parlé de l'énergie, non ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je me souviens plus. Comme tu n'as pas suivi, c'est pas grave. Non mais j'essaye de. Alors est-ce que la fatigue engendrée par la prolongation, mais après surtout psychologiquement, le fait de mener, on en parlait tout à l'heure, 4-2 et puis se faire renverser comme ça, prendre 3 buts en 7 minutes. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à ce que les Lyonnais, on ne sait pas trop comment ça allait se passer. Hein. Soit ils allaient vouloir se venger sur les Verts. Après il y a des circonstances de jeu qui font que ça nous a été favorable. On en parlait tout à l'heure. Mais après c'est plutôt la qualité du milieu de terrain moi qui m'a surpris, comme je viens de le mentionner. Ouais, et puis peut-être l'énergie aussi autour du terrain. Est-ce que toi qui as vécu ça de l'intérieur, y compris l'entraînement, et le soir même, de mémoire de supporters, est-ce que ça fait partie des grosses ambiances que tu as vues, ou c'était à l'identique d'habitude ? Bon, pas à l'identique d'habitude. Déjà, 7000 personnes la veille pour l'entraînement, c'est une première. Donc c'est à dire à quel point cette affiche était attendue depuis notre descente. Évidemment, on n'a pas vécu de derby, puisque à l'extérieur à chaque fois on est interdit. Et puis là, franchement un chaudron en feu, comme on pouvait s'y attendre, et même triple tifo, même en tribune Henri Point. Donc c'était grandiose, spectaculaire du début jusqu'à la fin. Donc ça a indéniablement contribué à pousser les Verts vers la victoire. Et puis en deuxième mi-temps, quand c'était un petit peu plus compliqué, ça a sûrement aidé à tenir le choc. Donc trois choses avec le public. De mon côté, je rajouterais peut-être aussi un attaquant de haut niveau. Hein. Je pense qu'on va beaucoup parler de Stassin pour le sportif et l'extra sportif, mais en ce qui est du sportif, on l'avait dit la dernière fois, on a dans cette équipe un champion qui a à peine 21 ans. 20 ans, qui va sur ses 21 ans cette année. Alors moi, j'ai appris des choses, du coup, parce que je savais pas que son père avait été joueur à Anderlecht, défenseur plutôt. Et puis ce que je savais pas, c'est qu'il s'était fracturé le péroné il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est aussi un joueur qui revient, qui sait revenir après des blessures. Il est quand même surprenant ce Stassin, et il est en train de faire je veux dire le premier derby là qui fait réellement. Il est joli. Et puis Orneland aussi, peut-être on peut dire un mot sur Orneland quand même. Est-ce que tu penses que là il a gagné le défi tactique avec l'entraîneur lyonnais? Ouais, je pense qu'effectivement, il a gagné ce défi tactique. On n'a pas du tout compris le schéma de Lyon, 4-4-2, avec des aberrations, mettre certains joueurs clés sur les côtés. Il a même fait entrer un joueur lorsque Tolisso est sorti sur blessure pour le remplacer à la mi-temps. Donc, ce jour-là a joué 17 minutes, c'est du jamais vu. Donc c'est assez incompréhensible le schéma de jeu du coach lyonnais. Ça a profité au Stéphano, tant mieux. Puis quelque part, oui, la philosophie de jeu d'Orneland a été récompensée. Même contre Brest, on s'était régalé. Donc pour l'instant, on arrive à faire ça à domicile, c'est bien. Maintenant, il va falloir faire la même chose à l'extérieur, prendre des points lors du prochain déplacement à Strasbourg, ne pas réitérer des erreurs qu'on a commises à Lens. Ouais, quand je parle de Orneland, j'ai pensé à quelque chose. Tu vas me dire si tu valides ou pas. C'est vrai que les derbys, c'est des matchs un petit peu fous où souvent on va à l'abordage, on va chercher l'équipe lyonnaise. Sauf que on le fait que sur cette rencontre-là en général. Et là, Orneland, il met en place quelque chose, cette pressing constant à tous les matchs. Donc, on a une équipe stéphanoise qui était aguerrie à cet exercice. Et je pense que ça a joué aussi, c'est-à-dire que on n'est pas, comme on travaille ça à l'entraînement, comme on fait ça en match, eh bien, c'était pas comme les autres années où c'était un match à part et où finalement la fin du match était débridée, on savait plus trop comment on était organisé. Là, j'ai trouvé une équipe stéphanoise qui, certes, allait chercher les Lyonnais très haut, mais qui gérait aussi en couverture, qui savait aussi gérer
libérer les espaces pour pas se faire prendre en contre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est sûr, on avait des combattants sur le terrain. Après, ça, c'est énergivore, hein, donc la difficulté, c'est de tenir sur le rythme sur toute une partie. Précédemment, on avait du mal en seconde période. Et là, paradoxalement, on en parlera tout à l'heure, la coupure a fait du bien aux Lyonnais. Et nous, on était plus en difficulté en deuxième mi-temps, alors que les Lyonnais étaient à la ramasse jusqu'à l'interruption. En deuxième mi-temps, ça s'est équilibré. Et puis les Lyonnais ont montré pas mal de choses, alors qu'ils étaient totalement absents des débats avant la pause. Donc voilà, oui, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Donc le fait de répéter les efforts comme ça prouve que l'équipe a progressé. C'est plutôt encourageant pour la suite. Ok. Et alors, autre chose que je voulais souligner, c'est l'absence de l'entraîneur lyonnais sur le banc, contrairement à celui de Saint-Etienne, Orneland, qui est omniprésent. Il n'est pas sur le banc, il est sur le bord de terrain. Oui. Il est jamais sur le banc. Il est jamais sur le banc, on est d'accord. Donc, est-ce que tu penses que ça peut jouer sur un match comme ça, surtout dans l'état où étaient les Lyonnais, tu l'as souligné. Je pense personnellement qu'avoir un entraîneur qui harangue comme ça et qui replace les joueurs, c'est très important. Et les Lyonnais, je pense qu'à un moment, ils étaient désorganisés, ils demandaient des consignes à l'entraîneur adjoint, en fait, dont j'ai oublié le nom. Mais est-ce que tu penses que ça a joué quand même pour beaucoup ? Peut-être. Après, normalement, ils n'ont pas le droit de communiquer, mais moi, j'imagine qu'ils le font malgré tout. Je ne sais pas exactement où était placé le coach. S'il était placé juste derrière le banc, bon, ça ne changeait pas grand-chose, sauf le fait d'haranguer effectivement ces joueurs sur le bord du terrain, comme peut faire notre coach à nous. Après, je ne sais pas si ça va. Je ne crois pas que tu as le droit de se mettre. Sinon, ça juste au-dessus, je pense qu'il était. Ça changerait. Je sais pas, à la télé, tu l'as pas vu, ils ne vont pas montrer. Non, parce que vraiment, les joueurs. Alors avec le bruit en plus. Ils essayaient, je sais pas si tu as vu, mais plusieurs fois les joueurs ils se sont tournés vers leur banc parce qu'ils n'arrivaient pas. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Florian Tognuti de SoFoot qui a bien vu qu'ils n'arrivaient pas, les Lyonnais, à résoudre le problème des quoi. Malgré le fait qu'ils étaient 4 au milieu. Who takes the six? C'était une équation à résoudre. C'est ça. Who takes the six, c'est-à-dire que ils ont pas arrêté de dire qui c'est qui prend et quoi. Et en fait, ils ont pas réussi. Alors c'est vrai qu'il a été très bon et quoi dans ce rôle-là de Regista, mais ils étaient perdus. Et la vidéo revient très bien, elle montre image à l'appui finalement la tactique qui a eu du mal à se mettre en place. J'ai oublié le nom de l'entraîneur lyonnais. Mince. Tu l'as ? Ah non, je te le dirai pas. Alors l'entraîneur lyonnais, ils n'ont pas réussi à résoudre cette équation et sur le banc non plus. Donc je pense que ça aussi, ça a joué. Donc vous voyez que c'est multifactoriel cette domination de Saint-Etienne. Je pense que là on a un peu tout vu. Les millions ont été mis sur les ténoirs et puis on n'a pas du tout vu le trident offensif. C'est ça. Lacazette, Cherki et puis Mikotadze. C'est ça, même à la rentrée. Alors il a fait pas mal de difficultés à Apia, le Belge, quand il est rentré. Apia Fofana. Qui a glissé 2 fois. Voilà, exactement. Donc Fofana, par contre, il a fait. Lui, par contre, il a été à son niveau. Il a donné beaucoup de difficultés. Mais c'est vrai que tu as raison. Cherki, on l'a beaucoup moins vu que d'habitude. Il n'a pas du tout été impactant, contrairement au match précédent. Avant de revenir encore une fois sur cette belle victoire de l'AS Saint-Etienne, on va passer un titre rock and foot et j'espère que ça va te plaire, Eric. C'est un titre anglais du groupe The Undertones qui s'appelle Teenage Kick et qui donc alors c'est des fans de Manchester, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Tu vois à peu près pourquoi? Je vois. mais aussi parce que ça parle d'adolescents et de jeunesse. Et que Stassin, il sort à peine de l'adolescence et c'est lui qui nous amène le derby sur un plateau. Cette chanson, elle est magnifique. C'était le groupe The Undertones.
On revient sur la rencontre qui a aussi eu des événements extrasportifs. Alors, dans l'ordre, on va revenir d'abord sur le carton rouge. Et je pense que là, il n'a pas fini de faire couler de l'encre ce carton rouge qui s'est transformé en jaune. Alors Hordeland, lui, il a tranché, il a dit que c'était un carton orange. Donc bon, moi, je pense à plein de choses avec ce carton, j'y reviendrai. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a évoqué déjà sur le moment et après coup? Incompréhensible. Alors sur le moment, j'ai pensé à deux choses de suite. C'est que on menait au score, donc j'ai dit que si on finissait le match à 10 contre 11, il y a très peu de chances qu'on parvienne à conserver le score. Et puis j'ai tout de suite pensé donc, aussi à l'identité du joueur. C'était Stassin qui est le meilleur buteur. Donc je me suis dit, on va en être privé lors des prochains matchs qui sont des échéances cruciales pour le maintien. Après, donc, coup comme toi devant ta télé, donc, quand monsieur Le Texier donc, a mis un rouge, il avait pris la bonne décision. Et donc on l'a appelé sur le côté, donc la VAR normalement appelle l'arbitre quand il y a une erreur manifeste, donc la VAR a considéré qu'il y avait une erreur manifeste de la part de l'arbitre, et au vu des images, le fait qu'il se rétracte, qu'il change sa décision et qu'il remplace le rouge en jaune, pour moi je t'avouerai que c'est incompréhensible. Alors tant mieux pour nous, mais moi je n'ai pas d'explication, d'autant que le joueur Tolisso est sorti sur civière, donc en général en plus quand un joueur sort sur blessure. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a peu de choses à rajouter. Bon, si, alors la seule chose, c'est que il n'y a pas seulement la position du pied sur la jambe de l'adversaire qui compte, il y a aussi l'intensité. C'est-à-dire que on voit très bien que Stassin, il est déjà immobile, il vient pas avec de la vitesse, c'est pas un tacle, si tu veux. Donc il est déjà sur ses appuis et il vient essayer de choper la balle. On voit bien que c'est évidemment involontaire. Donc je pense que c'est pour ça que la VAR l'a rappelé. Moi, ça me fait penser que on a dit maintes et maintes fois que les événements tournaient au désavantage de Saint-Étienne. Parce qu'en plus, on était au fin fond du classement et que c'est facile d'arbitrer à l'avantage des équipes qui sont en haut de classement. Mais pour le coup, là, c'est un événement d'arbitre, un fait de jeu qui pratiquement... alors, c'est vrai que ça ne rapporte que 3 points, mais on va dire symboliquement, pour moi, ça rattrape toutes les erreurs qui ont été contre l'AS Saint-Étienne. Alors pas depuis des années, mais au moins cette année, tu vois. En espérant qu'à posteriori, il ne soit pas sanctionné. Ah ouais, non, mais après, s'il est sanctionné, oui, non, mais... Alors c'est vrai que... Je ne sais pas si il y a déjà des choses auparavant, une jurisprudence, j'allais dire. On va éviter les mots comme ça, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été sanctionnés a posteriori, comme ça, d'un carton rouge? J'ai pas le souvenir, alors peut-être après ce tournant du match, arrive rarement, incontestablement, puisque c'est lui après qui marque le deuxième but pour les Verts. Donc, drôle de semaine pour Tolisso, c'est son 200e match en Ligue 1 et ça rappellera. Jeudi, il se fait expulser à Manchester et puis là il finit sur une civière. Ceci dit, il faut rappeler que Tolisso en 2017 avait découpé Le Moine en compagnie de Guézal, il avait pris un rouge dans un derby sulfureux. Oui, et puis faut rappeler aussi que Ferry qui était alors lyonnais sur Beric, il a fait le genou, les ligaments croisés avec le Slovène et il n'a pas pris de carton rouge. Ce serait une entorse du genou apparemment, donc une absence de 2-3 semaines apparemment pour le lyonnais. Ouais. Mais bon, c'est incompréhensible au vu des images, au ralenti. L'arbitre qui a pris la bonne décision, qui soit rappelé sur la touche pour changer cette décision. Alors on verra quand même si Tolisso il joue le prochain match. Non, parce que mais tu sais très bien que l'environnement du club dit parfois, des fois nous-mêmes on le dit, c'est-à-dire que le joueur doit rester par terre tant que jusqu'à ce que tu vois, histoire de bien faire culpabiliser l'arbitre et même parce que là en plus ça peut influer comme tu le dis sur la commission de discipline. Donc moi j'attends quand même de voir la gravité de la blessure. Je mets pas en doute du tout voilà, mais c'est humain. Les Stéphanois le font, les Lyonnais peuvent le faire aussi, et même dans les équipes de jeunes, j'entends des entraîneurs qui disent essaye d'influencer l'arbitre, reste par terre, ne te relève pas, enfin bref. Après il y a eu d'autres semaines également sur les Stéphanois non sanctionnés, et monsieur Le Texier qui est le meilleur arbitre au monde en 2024, jeudi il a arbitré Real Arsenal, il s'est rétracté également après avoir sifflé un penalty pour Mbappé. Là il vient d'être mis au repos
pour le week-end prochain, alors que l'arbitre qui était à la VAR, lui par contre, il était reconduit, il va arbitrer le PSG. Oui, parce qu'à la limite, c'est plus la VAR que monsieur Le Texier, là, il l'a induit en erreur. Pour le coup, qui fait l'erreur. Alors, je voulais souligner autre chose. Oui, est-ce que tu penses que à 10 contre 11, les Verts auraient pu rivaliser? Difficile à dire, pas forcément. Peut-être accrocher un match nul, je sais pas, ça aurait été très compliqué. Même si après on s'attendait à ce que les Lyonnais soient émoussés physiquement après la débauche d'énergie jeudi, et ça n'a pas été le cas, c'est paradoxal. Hein. On en parlait tout à l'heure de l'interruption, c'était salvateur quelque part pour les Lyonnais, ça leur a redonné des jambes. Donc comment savoir ce qui serait passé en seconde période? Je pense que ça aurait été vraiment compliqué, mais bon après, sait-on jamais. Hein. Mais sur la distance, de mon côté, je pense que connaissant en plus les Stéphanois, malgré le public, je pense que ça aurait été un événement assez... on va dire impactant, et je pense que dans les têtes ça aurait été très difficile, et on a vu qu'en deuxième mi-temps les Lyonnais sont pas si loin que ça d'égaliser, donc je pense que ça aurait été très très difficile à 10 contre 11 surtout dans les têtes, parce que cette équipe, on sait très bien que quand il y a un événement qui tourne pas trop en leur faveur, eh bien ils plongent au niveau du mental, donc ça aurait été, je pense, difficile. L'adjoint s'appelle Jorge Maciel. Oui, voilà, mais voilà, c'est un intellectuel, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à gérer le... C'est vrai qu'il, ses conférences de presse, il s'exprime, alors qu'il est d'origine espagnole, il s'exprime dans un français impeccable, mais il n'a pas réussi à résoudre l'équation au bord du terrain en tout cas. On va revenir sur le deuxième fait de jeu, on va dire extra sportif. Alors là, on s'éloigne du rectangle vert, puisque un petit peu plus tard, c'est une pièce. Alors paraît-il, d'autres pièces avaient été lancées pendant l'échauffement sur les Lyonnais, à peu près à ce niveau-là des tribunes, c'est-à-dire l'angle qui avait été attribué aux supporters stéphanois, mais qui est d'ordinaire attribué aux supporters adverses. Cet angle-là du terrain. En tout cas, un projectile a touché l'arbitre à la 44e minute, et l'arbitre, je trouve assez justement, a arrêté la rencontre. Tout ce beau monde est rentré pendant plus de 30 minutes. Il est ressorti pour faire alors justement parce que l'arbitre a accepté de revenir, et puis surtout peut-être que c'était dangereux d'évacuer 40 000 personnes comme ça en plein milieu d'un derby. Je pense que le préfet a eu son mot à dire. En tout cas, la partie a repris, et on va attendre les décisions de commission de discipline. Mais sur le moment, j'imagine que c'est un peu l'incompréhension quand on est dans le stade. Il y a eu un vrai flottement, ça c'était juste avant la mi-temps. Donc les gens qui étaient à côté de moi n'ont pas compris ils pensaient que c'était la mi-temps en fait. Il n'y a pas eu d'information du tout. Donc j'ai bien fait comprendre que non, le temps additionnel n'avait pas été disputé, puis il n'y a pas les animations habituelles à la mi-temps. Donc il y avait pas mal de gens qui n'ont pas compris que c'était pas la mi-temps, donc à une minute du terme. Et puis après, que dire sur cet acte incroyable de la part d'un décérébré qui va coûter très cher sûrement à l'ASS. Donc l'auteur a au moins été rapidement identifié, arrêté, placé en garde à vue. Donc un Stéphanois de 28 ans. Qui aurait balancé plusieurs pièces. Alors je pense que c'était plutôt à décider en direction d'un joueur, sûrement en direction de Vinicius, qui s'apprêtait à faire une remise en jeu, et puis il aurait touché l'arbitre assistant, enfin j'imagine. Mais enfin, quel intérêt de balancer ça quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, c'est inadmissible, mais tu mènes 1-0 et puis tu vas balancer ça sur un joueur adverse, en sachant très bien que la partie allait être interrompue. Et heureusement que l'arbitre assistant a dit qu'il était prêt à reprendre le jeu, sinon le match aurait été arrêté. Là, c'est dramatique, hein. Mais on va attendre des décisions, mais c'est incroyable, avec le besoin impérieux de points qu'on a au classement. Fois qu'on va en bas l'OL, tu l'as dit, on prend 3 points, et donc si on nous enlève 1 ou 2 points par rapport aux 3 qu'on a pris. Tu l'as dit, la menace la plus grave serait le fait d'enlever des points. 1 point en tout cas, on va dire, ça serait déjà énorme, parce que on s'est juste rapproché à 3 points des barrages. Donc de la 16e place, donc ça serait compliqué si on nous enlève des points. Peut-être un huis clos aussi. Alors là, pour le coup, ils ont identifié ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Donc par contre, ce monsieur, il va prendre cher, hein, parce que j'ai entendu parler de 3 ans ferme, 45 000 euros d'amende. Voilà, donc est-ce que ça va jouer dans le sens où une punition individuelle a pu être
est mise, donc la punition collective, celle du club et celle du public sera peut-être évitée. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On va attendre mercredi la commission de discipline, mais certainement que elle sera en instruction. C'est ça, ce sera le 7 mai la décision. En fait, juste avant le match de Monaco. Donc, j'espère qu'on aura un retrait de points avec sursis, et non pas ferme. Et puis, j'ai bien peur qu'on prenne aussi des huis clos par rapport au fumigène, mais ça, c'est autre chose. Donc, pareil, on va être privé d'un match crucial Monaco ou Toulouse. Alors, ce serait dramatique si c'est le match du maintien et qu'on ne peut pas assister à cette rencontre. Après, je parlais du match du derby en 2017, quand Guézal et puis Tolisso avaient vu rouge. À la fin de ce match, si tu te rappelles, il y avait Anthony Lopez qui, dans la semaine, n'avait rien trouvé de mieux que de rayer le nom de Saint-Etienne sur le maillot du centenaire de la Coupe de France, sur lequel figuraient tous les noms des vainqueurs. Et donc, il s'était rapproché du parquage lyonnais. Et puis à ce moment-là, il y a une pile qui était partie de la tribune Henri Point en le visant et qui avait touché à l'œil Samuel Rustem, qui était à l'époque le team manager de la SS. Donc, il avait été conduit en urgence à l'hôpital. Il avait été opéré avec succès. Mais après, ça avait donné lieu au premier huis clos total de Geoffroy Guichard, le Saint-Etienne-Rennes, si tu te rappelles, un partout où les ultras avaient violé le huis clos en passant par l'escalier du musée des Verts. Donc voilà, donc on risque une double voire triple sanction. Donc j'espère que Stassin, on va pas revenir sur son carton rouge parce qu'on en a besoin, c'est notre meilleur atout offensif. Et puis donc quand on va éviter surtout un retrait de points, ce serait dramatique au classement. Et puis aussi un huis clos. S'il y a huis clos, j'espère que ce sera uniquement les COP et pas tout le stade. Bon, on va attendre tout ça. Est-ce qu'on passe à un deuxième titre musical ou est-ce qu'on parle des verres à moitié pleins? Il y en a beaucoup, les verres à moitié vides. C'est toi qui décides. Écoute, on va écouter un deuxième titre. Le deuxième titre, c'est MC Pampille qui nous gratifie chaque semaine d'une parodie d'un titre célèbre, d'une chanson célèbre. Cette fois-ci, c'est une chanson des années 80. Vous allez vite la reconnaître. On va l'appeler Saint-Etienne au bout de la nuit. On écoute ça tout de suite. Alors là, il a plus de voix, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Lion inerte, Stassin de la tête, l'équipe se bouge. Un grand soir, à Geoffroy Guichard, l'arbitre voit rouge. Il en revient, finalement jaune Stassin, je me mets à bouillir. C'était notre soir hier. Merci les Verts pour la chaleur à mettre dans nos cœurs. Saint-Etienne, au bout de la nuit, on a gagné le derby. On enchaîne avec une saison pourrie, mais on a gagné le derby. On a gagné le derby, ça. Ils l'ont fait. Stassin, TCL, 0. Stassin change de prénom, c'est plus grâce Etienne. Stassin Etienne. Les petits verts, tous en mode super, mais quelqu'un balance un projectile sur l'arbitre de touche, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Stassin en qui, mais Lyon nous étrie, le stade est en transe. Les Verts ont sorti le match de la saison contre les quenelles en bas Lyon. Saint-Etienne, au bout de la nuit, on a gagné le derby. On enchaîne avec une saison pourrie, mais on a gagné le derby. Ouh, comme j'ai eu Gonzague, ils ont sorti le match de la saison contre les quenelles. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Alors, t'as entendu ce qu'il a dit? On arrête la saison. Non, la saison, elle continue et on espère se maintenir. C'est le grand défi parce que c'est vrai que entre un derby gagné et un maintien, tiens d'ailleurs, je te pose la question. Un maintien, bien sûr. Un maintien, bien sûr. On est bien d'accord. Donc maintenant, on va s'atteler à le derby. Ouais, tout à fait. On va s'atteler à ce deuxième gros défi, c'est-à-dire le maintien. Mais avant ça, on revient sur cette rencontre avec les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides. Les verres à moitié pleins, je pense que t'as quelques Stéphanois qui t'ont bien plu sur ce match. Beaucoup. Lesquels? Beaucoup, bien sûr. Stassin en premier lieu.
le héros de ce derby, qui a signé un doublé alors qu'il n'aurait pas dû finir le match. Milieu de terrain, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule, donc Ekwa qui a fait son meilleur match pour moi, et puis il a même failli marquer des superbes tirs sur la barre. Mouefek, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Il a eu 4 dans l'équipe, je comprends pas cette notation, c'est hallucinant. Tardieu qui a couru également. Et puis j'ai bien aimé aussi la charnière centrale, moi. Bernauer qui s'affirme comme un leader. Il a sorti pas mal de ballons chauds. Et puis Nadé qui a fait parler son physique. Et puis il a fait un super retour sur Mikotadze. Ouais, Bernauer, oui, tout à fait. J'y reviendrai dans mes coups de cœur. Le dénommé Maxime Bernauer. Oui, alors bravo. Je rajouterais aussi Orneland. Orneland, c'est pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'avoir finalement anticipé, fait jouer son équipe avec beaucoup d'intensité, un petit peu comme on a des derbies, comme si on avait des derbies chaque week-end. Eh bien, ça paye. Ça paye le jour J, lorsque Stéphanois et Lyonnais se retrouvent. Eh bien, on a vu une équipe de Saint-Etienne qui savait placer les débats au niveau de l'intensité, et dès le début du match, voilà, grâce à cette tactique, eh bien, ces Lyonnais qui étaient encore un petit peu à Old Trafford, on a l'impression, eh bien, ils ont été un petit peu étouffés. Donc je rajouterai Orneland. Alors dans les verres à moitié vides, par contre, les joueurs qui sont passés un petit peu plus au travers, qu'est-ce que tu mettrais? Davitashvili, pour moi, qui a perdu beaucoup de ballons et puis qui rate la balle de break, le 2-0, avec un piqué qui part sur le côté du but. Qui d'autre? Cardona était moins en vue. Enfin, il a beaucoup couru, il s'est beaucoup dépensé comme souvent, mais moins en vue que son compère d'attaque. Et puis derrière, peut-être Rapia, qui avait été très bon contre Brest. Il était à l'origine des 2 corners qui avaient amené les buts. Et puis il avait délivré de très bons centres pour la tête de Davitashvili sur la barre. Et puis là, il a eu 2 glissades, dont une qui a failli amener un but côté lyonnais. Bon, bah écoute, je rajoute, j'ai rien à rajouter. C'est les 2 joueurs, moi aussi, que j'ai vu un peu moins en verve. Et surtout, Davitashvili. Alors c'est vrai qu'il souffre peut-être un peu de la comparaison. Au début de saison, c'était l'arme finalement la plus dangereuse de l'attaque stéphanoise. Et puis Stassin s'est affirmé par rapport au début de la saison, et puis Cardona aussi est arrivé, donc c'est vrai qu'il souffre un petit peu de la comparaison. Les ballons ont un peu moins besoin de passer par lui, et c'est vrai qu'en attaque on voit plus les connexions entre Stassin et Cardona. Puis Georgia a mal tiré les corners, ce qui fait qu'à la fin on les jouait à 2 à chaque fois. Tout à fait. C'est remarqué. Exactement. Ce qui était vachement bien, j'ai trouvé, c'est que les attaquants jouent à l'intérieur. Si tu veux, et ça a obligé les latéraux lyonnais à faire du marquage au centre, et ça a évité que ces latéraux lyonnais viennent déborder comme d'habitude. Tu sais, on se plaint des latéraux, alors que là en fait c'est les latéraux stéphanois qui ont été très hauts et qui ont été dangereux, peut-être grâce à là aussi cette idée de Orneland qu'il travaille depuis le début de la saison. On voit le trident d'attaque qui joue très rapproché au milieu du terrain et qui oblige donc les Lyonnais à défendre intérieur. J'ai oublié de mettre Petro aussi dans les joueurs bien intéressants. Bien sûr, une passe décisive. Bon centre, enveloppé. Exactement, et puis même l'état d'esprit. Alors, je ne sais pas si tu as vu le résumé proposé par l'AS Saint-Etienne très rapidement, contrairement à d'habitude. Oui, tout à fait. Là, il y a eu beaucoup plus d'entrain, ouais. Beaucoup plus rapide, et j'ai bien aimé, notamment la motivation du Monistrolien dans les vestiaires. On a quoi à voir encore? Eh bien, c'est à peu près tout sur cette rencontre. On va passer à la page Haute-Loire, si tu es d'accord. Et c'est moi qui m'y colle. Il faut juste que je récupère le document. Donc, est-ce qu'entre-temps, tu peux nous parler de la chance de maintien? Est-ce que pour toi, c'est un grand pas vers le maintien, ou simplement un sursis? Si on nous laisse nos points, oui, c'est un grand pas vers le maintien, puisqu'on revient à égalité avec les Havrais. Il n'y a que 4 buts désormais qui nous séparent. Alors c'est dommage qu'ils n'aient pas encaissé plus au Parc des Princes, qui s'est perdu seulement 2-1. Quand on voit le calendrier des Havrais, on se dit qu'il y a peut-être que contre Auxerre qui peuvent prendre des points. Donc sachant que nous, on a des rencontres quand même plus abordables
en fin de saison, que ce soit le déplacement à Reims, qui peut-être sera sauvé à ce moment-là, on l'espère pour eux, puis la réception de Toulouse, en espérant encore une fois avoir notre public avec nous. Mais bon, au moins donc accrocher cette place de barragiste par rapport au Havre, et puis après devant il y a Angers qui en ce moment ne gagne plus un match, Nantes qui a un match à retard ce soir contre Paris. Mais bon, je pense que Nantes est hors danger, quoique on sait jamais, ça va vite après une fois qu'on gagne des matchs, on n'a pas l'habitude, dès qu'on prend 3 points. Dans ce championnat, 18 clubs, ça va vite, et il y a peu d'équipes qui ont rien à jouer finalement. On peut vite faire des grands pas. Qui aurait dit, regarde Reims, ils gagnent 2 matchs, ça y est, ils sont pratiquement sortis d'affaires. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi à 17h15, l'ASS se déplace à Strasbourg, qui est 7e mais 5e ex-aequo au classement. Donc les Strasbourgeois qui sont en grande forme, ils sont invaincus depuis début février. Ils restent sur une série de 7 victoires et 3 nuls. Ils viennent de prendre un point sur le Rocher. Donc attention à cette formation-là dans un stade à guichet fermé. Côté joueur, touché à la cheville, le milieu et capitaine Habib Diarra est incertain. Saint-Etienne, retour de suspension de Masson, enfin pas sûr qu'il soit titularisé. Bouchoirie de nouveau forfait, et l'arbitre sera monsieur Benoît Bastien. Alors un petit mot sur cette équipe de Strasbourg, j'en parle à chaque fois parce que c'est un peu une copie conforme de l'équipe de Saint-Etienne. Alors pas en termes de budget parce qu'ils ont d'autres moyens, mais en termes d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a vu un coach venir d'outre-Atlantique avec des idées très modernes, un peu comme celle de Horneland, avec un pressing tout-terrain, mais qui a quand même su s'adapter à la Ligue 1 et qui au début prenait beaucoup de buts, et depuis peu, ils en prennent pratiquement aucun, parce que ça fait 3 matchs qu'ils ont pris aucun but. Alors quels sont les motifs d'espoir pour Saint-Etienne? Eh bien j'en vois au moins un, c'est celui de se dire que tu sais, le public de Strasbourg est contre la multipropriété, donc il fait la grève des encouragements en général le premier quart d'heure. Eh bien c'est justement le premier quart d'heure où les Stéphanois sont les meilleurs, donc on espère qu'ils vont entamer la rencontre tambour battant, et comme ça essayer de prendre l'avantage et le garder, parce que dimanche c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été assez solides contrairement à d'habitude. Bon bref, j'ai ce motif d'espoir, et puis souvent avec les équipes joueuses ça marche plutôt bien pour Horneland et son équipe, même Lyon, tu vois, Lyon, je trouve que c'est une équipe finalement qui nous réussit bien, parce que c'est elle aussi une équipe joueuse. Donc on verra. Il y a beaucoup là aussi de gens, de suiveurs, qui pensent que il ne faut espérer aucun point dans les 2 prochaines journées. Personnellement, je pense l'inverse, parce que le Havre notamment a 2 matchs encore bien plus difficiles encore que nous, puisqu'ils rencontrent Monaco, eux aussi, mais aussi un autre, Lille et Nice, je crois. Donc Marseille. Voilà. Alors si les supporters stéphanois, si vous voulez vous remonter le moral, vous regardez je l'ai déjà dit, vous regardez le calendrier du Havre. Et en général, ça remonte un petit peu le moral. Voilà pour l'agenda. On a parlé des chances de maintien tout à l'heure. Alors avant que j'oublie, peut-être dire un mot sur l'interview quand même du Big Boss que tu as pu un petit peu côtoyer. Alors d'abord l'interview, et après tu nous raconteras les difficile à approcher. Voilà, finalement les vicissitudes d'un supporter stéphanois comme toi qui essaye d'approcher Tannenbaum. Donc Tannenbaum, le propriétaire canadien de l'AS Saint-Etienne, qui était là avec sa femme ce week-end. Il a été voir la réserve jouer. Il porte chance à Saint-Etienne dans son duel avec finalement le shérif, le cow-boy président. Ce week-end, il a porté chance. Il était venu une fois en début de saison contre Lens, on est perdu 2-0. C'est vrai. Je veux dire, dans son duel à distance entre Américains, là, eh bien, il a remporté ce derby, en tout cas à domicile. Canadien. Oui, il est canadien, mais Amérique du Nord, je veux dire. Donc est-ce que l'interview qui est parue dans l'équipe, elle t'a paru rassurante?
Bah écoute, je ne sais que dire. C'est très ambitieux donc d'annoncer que Saint-Etienne va pouvoir d'ici quelques temps jouer le titre. Donc moi je demande à voir. Donc ça peut être un problème pour eux qu'on descende en Ligue 2. Comme il expliquait, ils n'avaient pas forcément misé dessus. Donc après s'ils mettent les moyens, si on arrive à se sauver cette année, si Orneland peut avoir des joueurs qui correspondent à son type de jeu qu'il souhaite mettre en place, pourquoi pas, hein. Donc je pense qu'il attend juste une chose, c'est que Gazidis lui dise un petit peu les profils qu'il souhaite avoir pour renforcer l'équipe. Lui il est prêt à mettre les moyens financiers. C'est ça qui m'a le plus surpris, c'est de dire moi s'il m'avait demandé plus, j'aurais donné plus. C'est ça qui a été pour moi été le plus surprenant. Je pensais que c'était lui qui détenait les cordons de la bourse, mais en fait c'est vraiment le triumvirat et Gazidis qui veulent faire un projet on va dire très progressif en fait, hein. Commencer doucement, ils savent que brûler les étapes c'est pas bon. Et puis on se retrouve avec des joueurs sur les bras, j'imagine. Je vois que ça. Enfin bref. Donc moi c'est ce qui m'a le plus surpris. Mais c'est vrai qu'entendre ça, c'est bien, mais il faut quand même que ça repose sur quelque chose. Alors ils disent qu'ils ont le temps. Pour quelqu'un qui a 82 ans, ça semble un peu surprenant de dire ça quand on a le temps à 82 ans. Mais bon, il vaut mieux dire ça que l'inverse, hein. Dire qu'il y a les Verts, comme on a eu l'habitude d'entendre de la part des présidents qu'il fallait, pour des raisons budgétaires, il fallait vendre des joueurs. Bon bref, je préfère entendre ce discours-là. Et puis ça m'a fait penser à, tu vois... on va voir après s'ils vendent pas Stassin, hein. S'ils ont une offre à 20 millions. En tout cas, contrairement à les années précédentes, ils ne sont pas obligés de vendre. Oui. Donc... S'ils le vendent, ils vont le vendre bien plus cher. Tu vois, avant, les autres clubs savaient qu'on était obligé de vendre. Donc ils venaient. Et là, pour le coup, sauf bien sûr, Saliba était un... Au mercato hivernal, ils ont vendu à Mougou 15 millions. Non mais on est d'accord. Après, le joueur voulait partir. Donc bon, il y a des choses que tu maîtrises pas, à mon avis, hein, là aussi. Mais bon, ce à quoi ça me fait penser, c'est que tu vois, dimanche... on aurait eu des latéraux de haut niveau avec les boulevards que laissaient les Lyonnais, mais on aurait surdominé cette équipe de Lyon, hein, parce qu'il y a plein de fois où Apia d'un côté, Petro de l'autre se sont retrouvés pratiquement tout seuls. Et j'imagine cette équipe avec deux très bons latéraux, elle pourrait devenir une machine de guerre. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion. Avec Orneland aux manettes, bien sûr. Avant ça, il faudra se maintenir. On va écouter un dernier titre musical, et cette fois-ci, donc, c'est un titre local, on va dire, puisque le groupe dont je vais vous présenter un titre, il s'appelle Poteau Carré. Il est porté par Yvan Marc et Rémi Perrache. On en a déjà diffusé un morceau, et donc ils ont décidé finalement de lancer leur titre progressivement, et donc là on a pu entendre un troisième morceau. Il y a un titre sur Roger Rocher, il y a un titre aussi sur la couleur verte, sur Lubo aussi, sur Lubo qui j'ai pas entendu encore. Tu l'as entendu? Non, chanson? Voilà, elle va sortir, ouais. Et là c'est plutôt en référence à la génération, la deuxième génération, celle des enfants comme nous qui n'ont pas connu les années 70, et donc qui ont pris la fibre verte grâce à la transmission donnée par leurs parents et par leurs grands frères peut-être. Donc ça s'appelle Deuxième Génération. Il y a également une grosse référence à la chanson de Renaud, Deuxième Génération. Ils ont les défaites dans les yeux, ils ont les victoires dans le cœur, ils ont l'espoir au fond d'eux, celui que porte cette couleur. Ils sont fiers et c'est beau à voir, de leur ville, de son histoire, et jamais ils ne trahiront ni le maillot, ni l'écusson. Ils n'ont pas choisi les enfants d'ici, ne tournent pas la page, c'est leur héritage. Ils n'ont pas choisi, c'est comme ça ici, ne tourne pas la page, c'est ton héritage.
Voilà, c'était Poteau Carré avec leur titre de seconde génération. Deuxième génération, pardon. Et on se fait un petit coucou à Rémi qui a écrit ce joli morceau. Prépare-toi parce que je suis en forme demain pour le Five. En forme de quoi? Le Five, on joue ensemble. Tu vas te claquer encore. Comment? Tu vas te claquer non, encore. Non, je vais pas me claquer cette fois-ci. Alors, les coups de cœur et les coups de tête maintenant, parce que des coups de cœur, je pense qu'il y en a avant d'aller déguster une petite coupe de champagne. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Le champagne est offert depuis le but de Soderlund. Donc, coup de cœur, chronologiquement, pour le magnifique scénario jeudi du match Manchester United contre Lyon, les Gones qui, menant 4-2 à 10 minutes de la fin, se pensaient qualifiés et ont pris 3 buts en 7 minutes, donc un sacré coup de massue. Coup de cœur ensuite pour mon idole Lubomir Moravchik, que j'ai eu le grand plaisir de revoir dimanche. Il était en dédicace au musée des Verts, donc j'ai passé la matinée avec lui, puis il a porté chance au Verts le soir. Puisque le troisième coup de cœur, évidemment, c'est pour la magnifique victoire dans le derby qu'on attendait depuis 2019 et le but de Robert Beric pour la première sur le banc de Claude Puel. Ça commence à dater. Et puis aussi un coup de cœur pour l'arbitre assistant qui a consenti à ce que la partie reprenne. Donc merci à lui, un Doliprane et ça repart. C'est ce que j'ai pris ce soir pour tenir le choc. Voilà, c'est Marco qui souhaitait qu'on en parle. Marco qui est parti au royaume de Diego. C'est ça. J'en profite, là on a un tout petit peu de temps. Quel est son regard à Lubomir Moravchik sur le projet actuel de cette équipe de Saint-Etienne? Est-ce que tu as pu le jauger? Non, on n'a pas trop échangé à ce sujet. Après, il vient régulièrement, il reste très attaché à l'ASS, une grande simplicité, une grande gentillesse, mais on n'a pas évoqué l'actualité. En tout cas, comme je dis, il a porté chance au Vert. Il était venu l'an passé contre Rodez. Bon, c'est un autre contexte, mais là, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui sont pressés au musée des Verts pour le rencontrer. Beaucoup de personnes étaient très émues parce qu'ils ne l'avaient pas vu depuis l'époque où il jouait à Saint-Étienne, un ambassadeur à vie de l'ASS. Après, on n'a pas échangé sur l'actualité. Plus que ça. Alors de mon côté, j'ai adoré les tifos parce que dans le stade, des fois, on ne peut pas trop en profiter. Moi, j'avoue, j'étais en famille, c'était un week-end pascal, donc super soirée. Et donc les tifos, mais magnifique. D'ailleurs, ils tournent sur des comptes qui sont pas du tout stéphanois. C'est preuve que quand même, ce travail, il est reconnu mondialement, puisque j'ai vu des comptes en Amérique du Sud qui relayaient les photos de Geoffroy Guichard à l'occasion de ce derby. Donc bravo. Alors là, pour le coup, je reviens sur Bernauer. Alors je sais pas si tu as vu, mais désormais, c'est lui qui traduit à la mi-temps, mais aussi à l'entraînement, les mots de Horneland. Alors je pense qu'on est devant un peu quelque chose d'assez exceptionnel. Je dirais pas une première parce que ça arrive que les joueurs traduisent, mais c'est quand même vachement bien parce que il devient le relais du coach. Il est titulaire là depuis que Horneland est arrivé et je pense qu'on tient quand même une personnalité intelligente et une personnalité qui va être un relais idéal pour le coach. Après, c'est El Fakiri, l'adjoint, qui était censé faire la traduction. Là, ça marche mieux avec Bernauer, on dirait. Surtout qu'à la mi-temps, je sais pas si tu as vu, c'est lui aussi qui rassemble et qui dit des mots assez justes en plus, j'ai trouvé. Et puis on l'a sorti très investi, comme d'autres joueurs comme Tardieu par exemple, qui ne sont pas des Stéphanois pure souche, mais qui ont compris l'importance. Tardieu, 13 km il a fait. Dans le match, c'est rare, les matchs où les joueurs, même les milieux de terrain, font plus de 11-12 km. 13 km, c'est impressionnant. Il était cuit à la fin. Voilà pour. Alors, dernier coup de cœur, si on revient du local. Tu connais le village de Pradel? Oui, bien sûr. Figure-toi que depuis 20 ans, ils étaient sans club de foot. Eh bien, un certain Thomas Gonzalez, qui vient du Sud, va créer un nouveau club. Ils vont refaire la pelouse. La mairie a accepté et ils vont démarrer ce club. J'ai joué contre Pradel, mais donc ça m'a rappelé que c'était il y a très longtemps. Rochard, Pradel. Ouais. On voit le stade qui est juste à côté de la Rennes 88 quand on va à Langogne. Je sais pas si tu vois. C'est vrai qu'il était dans un sale état et bien voilà un club qui redémarre. Il y a tellement de clubs qui disparaissent, donc il faut un coup de cœur pour un club qui est lancé. Parce qu'il y a beaucoup de ballons qui finissent sur la route. Non, alors la route, elle est vraiment plutôt, elle domine à une 100-150 mètres. Mais bon, c'était pour que tu la localises. On a récupéré un vélo-rail.
Alors là, c'est l'inverse, c'est beaucoup plus bas, donc il n'y a pas beaucoup de chances que la route, que le ballon aille sur le vélo-rail. Sur le chemin de Stevenson alors. Ouais, alors je pensais que tu allais me dire autre chose, c'est que Pradelles, il fait partie des plus beaux villages de France. Pour moi, c'est totalement usurpé. Il y en a pas mal. Sur Oui, la oui, liste. c'est tout à fait, c'est totalement usurpé. Il a rien d'exceptionnel, mais il a un club de foot. Il va voir. Tout à fait. On passe au coup de tête. Si il veut bien se lancer. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Coup de tête pour l'Ahurie, bien sûr, qui a lancé des pièces en direction soit de l'arbitre, assistant, soit des joueurs lyonnais. Donc j'espère que seul lui va prendre cher parce qu'il le mérite. Il ne faut pas qu'il y ait une sanction collective qui serait inadmissible, surtout une perte de points, ce serait dramatique, comme on l'a dit tout à l'heure, par la faute de cet individu qui n'a rien à faire dans un stade de football. Et puis un coup de tête par rapport à la sécurité démesurée à l'Etra. Avant le match l'après-midi, il y avait la réserve qui jouait, donc je me suis rendu au match de la réserve contre Bourgoin, victoire 3-1 des Stéphanois, donc il y a en présence de tout l'aéropage, donc toute la direction du club, Tannenbaum en tête, avec sa femme et sa fille, et puis famille, Rosenfeld, et puis Gazidis, et puis Perrin, et puis Soukas, et puis Rustem. Donc il y avait à peu près 10-15 personnes de la sécurité avec des oreillettes. C'était hallucinant. On aurait cru que c'était Donald Trump qui était en visite à l'Etra. Alors que la première fois qu'il est venu à Saint-Etienne, c'était abordable. Lors du match contre Lens, il était venu assister au match des féminines à l'Étivalière. Il n'y avait aucun souci. Donc là, c'était pour moi vraiment totalement surdimensionné. Donc par rapport, je veux bien que ce soit une personnalité importante, qu'il faut la protéger. Mais bon, après, franchement, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas approcher notre patron. Ouais, c'est vrai que tu voulais le dire et c'était bien de le dire dans les coups de tête. Déjà que l'Etra est un bunker, donc là, c'est encore plus confirmé. Tout à fait. Tant qu'on ressemble pas à la commanderie, ça va. Donc, de mon côté, je voudrais parler de Eric Cantona, qui était une personnalité que j'appréciais plutôt. Pour évidemment sa carrière, mais aussi ses prises de position. Mais là, il faut forcer de constater qu'il a bien retourné sa veste, puisqu'on l'entend faire une publicité pour les paris sportifs. Alors, pour quelqu'un qui conseillait à tout le monde d'aller récupérer son argent à la banque, franchement, il y a eu du chemin de parcouru. Et c'est pour ça que les personnalités qui ont des prises de position politiques, faut quand même se méfier parce qu'on s'aperçoit que 5 ans plus tard, ils peuvent dire totalement l'inverse de ce qu'ils avaient dit précédemment. Voilà pour mon coup de tête qui n'avait rien à voir avec Saint-Etienne, parce que des coups de tête, j'en ai pas. J'ai que des coups de cœur. On a passé franchement un week-end et on va passer une belle semaine grâce à cette belle victoire. Franchement, en plus avec le cœur, il y a des victoires qui ont été un peu usurpées. Je pense au 100e, on avait subi tout le long. Moi, ce qui me plaît là, c'est que j'ai l'impression que désormais, des derbies, on va en gagner beaucoup plus que par le passé. J'espère. On vous laisse en tout cas et on vous dit allez les Verts. La semaine prochaine, on sera là et bien là. Même si je suis tout seul, je ferai l'émission. En solo. À bientôt les Verts.